assez haut quasiment, parce que j'étais le responsable du trading là-bas. Et en 2016, j'ai décidé de tout arrêter, de passer à autre chose. Et donc des fois, on me présente surtout au début comme le trader rebelle ou le repenti, etc. Il n'y a aucune repentance, il y a juste un cheminement. Et ce cheminement, il commence bien avant, et je m'en suis rendu compte en fait au fur et à mesure que j'écrivais mes petits articles dans mon blog ou des petits textes pour moi-même, c'est que à la fin, on est le résultat de ce qu'on est, mais aussi de ceux qui nous ont précédés. Et Giovanni a fait un hommage à son grand-père, et moi aussi, j'aimerais bien faire un hommage à mes parents qui justement sont issus de l'immigration, qui ont immigré dans les années 60. Pourquoi je dis ça? Parce que ça va être important pour la suite. Parce qu'en fait, j'ai été issu d'une double culture, c'est-à-dire que constamment, j'ai été entre un antagonisme entre justement ma culture, ma foi, la foi que mon père essaie de me transmettre, et justement mon rôle de trader dans l'antre justement du capitalisme financier, même si j'aime pas le mot capitalisme, mais comme on n'a qu'un quart d'heure, je suis obligé de l'utiliser, parce que je l'utilise jamais, pour que vous compreniez ce que c'est que le capitalisme, c'est-à-dire cette dictature du rendement, cette dictature du chiffre, de la quantité, qui passe avant justement la qualité. C'est-à-dire tout ce qui est cette dictature du matérialisme qui l'emporte sur justement ce qui est immatériel. Donc si j'ai que 15 minutes, je ne vais pas pouvoir vous parler en milliards, utiliser des termes économiques très savants, etc. D'ailleurs, je ne le fais jamais. Donc je vais fonder justement ces 15 minutes sur 3 mots qui pour moi sont la base de l'économie, et justement ça va pas être du quantitatif, ça va être plutôt dans des mots un peu abstraits, et ces 3 mots finissent tous par ans, presque. Donc le premier c'est la bienveillance, le deuxième c'est confiance, et le troisième c'est patience. Alors je vais expliquer un peu pourquoi je vais parler de ces mots, parce que les gens de gauche, ou les gens qui se questionnent énormément, ou les gens qui sont anti-système, qui sont souverainistes. En fait, j'en ai rencontré beaucoup depuis 2016. En fait, ils ont quelque chose de commun, c'est qu'ils se questionnent. Et parmi les gens qui sont ici, et je pense que vous ne serez pas là justement si vous ne vous questionnez pas, vous vous questionnez énormément. Et hier, je suis là depuis hier, et il y a eu beaucoup de discussions où justement j'ai senti de la résonance, énormément de résonance avec les gens à qui j'ai parlé. Et je pense qu'au fond de nous, tous ici, on sent que, par nos questions, on est en recherche d'harmonie. Et si je suis là parmi vous aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment, quand j'étais en salle de marché, j'aurais pu continuer à gagner mes millions, à faire ce que j'avais à faire, à être le petit pion d'un système. C'est que très rapidement, d'accord, j'étais bon en maths, d'accord, j'ai gagné des millions. C'est que petit à petit, j'ai commencé à me questionner. Une fois ces millions faits, quel est mon but? Pourquoi je suis là? Est-ce que je suis utile ou pas? Etc. Et j'ai embêté tous mes collègues autour de moi. Et en fait, eux préféraient rester dans le déni. Je l'ai sûrement été aussi pendant un moment, mais j'avais cette âme qui me posait des questions constamment, et cette conscience plutôt. Il y a un autre mot en c'est le premier d'ailleurs, c'est la conscience. Être conscient de justement pourquoi il se passe quelque chose qui n'est pas harmonieux. Et je peux vous dire que dans une salle de marché, quand on est sensible, on sent justement ce manque d'harmonie. Alors voilà pourquoi je vais parler de ces 3 mots, parce que c'est peut-être ce qui peut nous ramener justement à cette harmonie. Et peut-être que grâce à ces 3 mots, je vais expliquer ma vision de l'économie en moins de 15 minutes. Alors, je vais commencer par la bienveillance, et je vais le passer très rapidement, parce que si on était tous bienveillants et altruistes, si justement on passait notre temps à penser à nous, à nos proches, mais aussi à la collectivité, à faire le bien, et justement à servir le bien, je pense qu'on ne serait même pas là, et le monde serait un monde parfait. Donc je passe très rapidement ce petit mot, et je vais passer justement au mot confiance. Et là, je vais m'attarder un peu plus là-dessus, c'est que j'ai beau penser sur l'économie, sur la monnaie, sur les milliardaires, sur la BCE, sur la Fed, etc., mais à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a un manque de confiance. Et ce manque de confiance, il est dans 2 dimensions. La première, c'est entre nous. On se fait très peu confiance. Et justement, je pense qu'il y a des gens qui ont détruit cette confiance. Et qu'il y a eu un transfert de confiance. C'est-à-dire qu'au début,
je ne suis pas anthropologue, mais je m'imagine dans mon imaginaire que les gens en communauté arrivaient à se faire confiance et justement, je te donne ça, tu me donnes ça plus tard, ah, tu as une dette envers moi, n'oublie pas de me la payer, etc. Le monde, le réseau économique et social de l'époque, primitif tel que moi, je me l'imagine. Je n'ai pas besoin même de savoir est-ce que c'est vrai ou pas, je pense qu'il a été fondé un peu sur la parole et l'engagement. Et que petit à petit, il y a eu une invention qui a justement révolutionné les échanges, et c'est justement la création de la monnaie, qui a permis de matérialiser les dettes. C'est-à-dire que si je te donne ce bout de bois, ce bout d'or, etc., voilà, je me suis acquitté de ma dette, et maintenant, il y a une convention collective qui va te permettre d'utiliser cet or, cet argent, dans l'économie. Et donc, ce qui s'est passé petit à petit, on a commencé à adorer et à porter notre confiance sur ce bout d'or. Et il a concentré sur lui la confiance. On pourrait faire un autre parallèle, la foi, la religion, au moment où ça a été centralisé et écrit dans un livre, les gens ont porté leur foi sur ce livre. Et donc c'est très facile de détourner la confiance une fois qu'elle est centralisée et qu'elle est en réseau, elle est en fuseau, sur un bout de quelque chose. Moi je l'ai dit tout le temps, et c'est difficile à comprendre que si on ramenait tout l'or qui avait extrait et produit depuis la nuit des temps, il serait contenu dans un cube d'une arête de 20 mètres seulement. Et que les États-Unis, quand ils ont mis en place Bretton Woods et qu'ils ont justement imposé leur système monétaire, n'avaient que 1/6 de ce cube, c'est-à-dire rien. Et donc c'est justement le fait qu'on ne se fasse pas confiance et que cette confiance était détournée, qu'aujourd'hui, nous sommes justement soumis à des maîtres, ceux qui ont justement pris le contrôle et qui ont manipulé cette confiance jusqu'à ce qu'arriver à ce monde hyper financiarisé dans lequel on vit. Donc voilà le premier degré de la confiance. Le deuxième degré de confiance dont je voudrais parler, c'est pas celui entre nous, c'est celui justement, alors comment dire, envers la confiance en l'avenir. Pour ceux qui sont un peu dans la foi, la confiance en un ordre supérieur. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il y a deux types de gens qui justement nous ramènent dans ce monde dans lequel on vit, où il y a très peu d'harmonie et qui est dans le désordre. Et ce sont qui ces types de gens? C'est des gens qui n'ont pas confiance en l'avenir. C'est-à-dire qu'ils se sentent en sécurité que si ils accumulent de l'argent. Et ils l'accumulent de deux façons, cet argent, soit en thésaurisant. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la thésaurisation, c'est juste le fait d'accumuler de l'argent et de se sentir en sécurité, pas seulement parce qu'on a un coussin de sécurité, ce qui est naturel, mais parce qu'on en a beaucoup. Et plus on en a, et plus on va justement avoir moins peur de l'avenir, avoir moins peur de la mort, et enfin peut-être remettre en question notre finitude. Les autres justement qui n'ont pas confiance en l'avenir, ou plutôt qui le défient, ce sont une deuxième sorte d'accumulateurs, mais ce sont ceux qui accumulent l'argent justement de façon offensive en ayant recours à l'usure. Alors en un mot, je vais vous dire ce que c'est que l'usure, c'est mettre un prix au temps, c'est-à-dire s'accaparer le temps, qui est une valeur universelle qui n'appartient à personne. Et donc, s'il y en a qui ont à la foi ici, le temps, c'est justement pour moi, et c'est les idées de saint Thomas d'Aquin, le temps n'appartient qu'à Dieu. Pour ceux qui sont musulmans, Dieu jure par le temps. Et donc, le temps n'appartient qu'à lui. Et donc, les financiers, quand ils justifient la finance, comme moi j'avais ces discussions dans les salles de marché, le temps a un prix. J'ai de l'argent, si je te le prête, ça veut dire que pendant un certain temps, je ne vais plus l'utiliser, je te le loue, donc tu dois me rembourser. Et si on regarde maintenant comment est fait le système monétaire, c'est encore pire. Parce que les gens créent de la monnaie à partir de rien. Et donc, s'ils créent de la monnaie à partir de rien et qu'ils vous le prêtent contre de l'argent, c'est qu'en fait, ils sont accaparés le temps. Ils vous ont ramené à aujourd'hui votre travail futur et ils vont vous le prêter, mais contre une rémunération. Donc voilà, ce type d'accumulateur, c'est ce que moi j'appelle les usuriers. Et donc les deuxièmes types de gens qui ont peur de la mort, peur de leur finitude, sont les thésauriseurs. Donc ça, ce sont les deuxièmes agents économiques.
Ah ben, ça va être compliqué. Et donc, alors je vais terminer par la patience. Alors c'est quoi la patience? C'est qu'en réalité, il existe des gens qui sont pressés, qui ne respectent pas le temps, qui ne respectent pas l'ordre naturel des choses. C'est-à-dire qu'eux aussi ont conscience de leur finitude, mais ils n'en ont pas peur, ils la connaissent, ils savent qu'ils vont mourir. Et dans ce laps de temps de vie qui nous reste, ils veulent que les choses aillent vite, vite, vite. Il faut que je m'achète une maison, il faut que je m'achète une voiture, il faut que je consomme. Et en fait, ils inversent le cycle naturel des choses. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler pour consommer, ou pour dépenser plutôt que consommer, j'aime pas ce mot, pour dépenser et répondre à leurs besoins nécessaires, ou même superflus, pourquoi pas. Le petit luxe n'est pas un mal en soi. Donc ces gens, en fait, ils vont vouloir aller plus vite que la musique, pour utiliser un autre mot, ils vont vouloir accélérer le temps. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller s'endetter et emprunter. Maintenant, on dirait qu'il n'y a pas de lien entre l'accumulateur, le thésauriseur et l'impatient. En fait, il y a un lien qui est incroyable, c'est que l'accumulateur, celui qui est usurier, va utiliser d'une manière ou une autre, de la plus sournoise ou pas, va utiliser l'argent des thésauriseurs pour le prêter avec intérêt, donc à mettre un prix sur le temps aux impatients. Voilà. Et l'idée, alors maintenant, j'ai plus que 3 minutes pour dire le système idéal, ou 2 minutes, je vais aller vite, et c'est ça qui est incroyable. Pourtant, on est ici, hein, mais on est toujours pris par le temps, et justement... J'ai encore 10 minutes. Non, c'est pas grave, je vais faire vite, je vais respecter le temps. Et donc, ce qui pourrait être une solution, c'est se dire, mais comment on pourrait faire justement pour équilibrer et rendre plus harmonieux ce système? C'est qu'il faut faire en sorte que le temps, on soit tous d'accord qu'il soit universel, et personne ne peut se l'accaparer en notre nom. Donc, en faisant quelques raccourcis, parce que je ne peux pas vous dire comment j'arrive à ça, il faudrait qu'on reprenne contrôle sur notre monnaie. C'est-à-dire que la monnaie qui est décidée par la BCE, soi-disant indépendante, en fait, elle est indépendante du peuple, mais dépendante de la finance, et des intérêts de la finance et des milliardaires, et des multinationales. En fait, il faudrait qu'on comprenne que c'est notre lien social, c'est ce qui fait un lien social entre nous. Et bien sûr, hier on parlait d'écosystèmes, de gens qui se mettent en groupe, qui travaillent ensemble. Bien sûr, s'il faut multiplier énormément tout ce qui est économie locale, je ne remets pas ça en question, mais je parle d'un point de vue politique et plus social. Il faut qu'on reprenne le contrôle sur la monnaie, ça c'est... Avant ça, on ne peut même pas discuter. C'est-à-dire que le peuple doit démocratiquement reprendre le contrôle sur la monnaie. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il y a une question philosophique à laquelle il faut répondre. Je ne donnerai pas la réponse, mais c'est à vous de réfléchir dessus. Est-ce que l'excès de richesse, je ne parle pas du coussin de sécurité dont on a tous besoin, les vaches maigres, les vaches grasses, c'est-à-dire qu'il y a un moment, on va tous avoir des galères, il faut qu'on ait de l'argent de côté, ou le voisin peut avoir une galère, le frère, et qu'il faut lui prêter. Est-ce que l'excès de richesse, c'est-à-dire la richesse excessive, est-ce que c'est une responsabilité qui doit être réintroduite dans le système économique, ou est-ce que c'est un privilège qui doit être prêté et auquel on va mettre un prix, on va le vendre avec intérêt, ou est-ce que ça doit être un privilège? C'est la question pour moi qui est fondamentale. Une fois qu'on a répondu à ça, on sait ce que va être le système. Si, comme moi, on pense que c'est une responsabilité, je suis plus intelligent, j'ai eu plus de chance, j'ai pris plus de raccourcis, j'ai eu beaucoup d'argent, eh bien, il faut que je sente ce poids de la responsabilité et que je le refasse circuler dans l'économie. Mais on peut pas, il y a quelque chose qui est au-dessus de tout, on le sait tous ici, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont souffert justement des lois liberticides du Covid. On ne peut pas obliger les gens qui ont un excès de richesse de le réintroduire dans l'économie. Dans ce cas-là, au lieu de les taxer sournoisement par un impôt qui ne dit pas son nom, qui est l'inflation, au lieu de les imposer par cette inflation, être moins hypocrite et leur dire que si votre argent ne circule pas, il y en a un peu qui va être ponctionné, c'est ce qu'on appelle la fonte de Gézel. Dans l'islam, ça s'appelle la zakat. On va vous prendre un tout petit peu de votre argent, mais vraiment rien, tous les jours. Sur 100 €, c'est 1 centime. Tous les jours ouvrés, le samedi, dimanche, c'est le jour du Seigneur, on vous laisse tranquille. On va prendre juste 1 centime et on va le faire circuler dans l'économie en le donnant aux gens dont
l'utilité de l'euro supérieur est plus importante. Donc voilà, c'est ce que j'appelle la fonte. Donc la monnaie doit être fondante. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, les gens, ils veulent vivre d'optimisme, ils veulent justement vivre de croissance et de se dire, est-ce que cette monnaie, on ne peut pas faire une croissance de cette monnaie annuelle et de la redistribuer, ce que j'appelle le dividende social. On la distribue, on va tous décider ensemble comment on va la distribuer. Est-ce qu'on va la donner à l'État? Est-ce qu'on va la donner sous la forme d'un dividende universel équitablement entre les gens? Est-ce qu'on va la... C'est pas à moi de décider, mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait justement cette idée de dividende social, de croissance monétaire. Et après, la troisième voie qu'il faut reconstruire, mais qui est actuelle, et c'est pour ça que moi je partirais du système actuel. Il y a très peu de choses à changer. On pense que le système, il faut tout détruire et recommencer, mais je pense que le système actuel tel qu'il est, il est mauvais, mais par des petits réajustements, on peut passer d'un état qui est peu harmonieux à un état harmonieux, mais sur une génération, et d'y aller par petits bouts. Et c'est quoi justement qu'il faut reconstruire? Comment, comme dans un corps humain, comment faire circuler la monnaie comme le sang circule dans la monnaie sans qu'il y ait ce membre cancérigène qui est celui de la finance? Comment on peut en faire en sorte que ça circule? C'est-à-dire inventer, créer, comment on appelle ça, les banques, en fait, les réutiliser autrement, et peut-être permettre justement à des plus petites structures de fonctionner pour que la monnaie circule. Et c'est ça, en fait, qu'il faut reconstruire, c'est ça qu'il faut réimaginer ou tout doucement réajuster. Et alors, le truc le plus important, c'est qu'on peut tous avoir des modèles, mais il faut savoir qu'on part de l'existant. Si on veut partir de l'existant et du jour au lendemain de passer au modèle, peut-être qu'on va créer le chaos. L'intelligence ne consiste pas à penser à un modèle. L'intelligence consiste justement à se dire sur un temps long, dans le respect du temps, comment on peut justement réajuster tout doucement notre système pour converger vers ce système idéal sans justement créer le chaos avec le moins d'énergie négative possible. Voilà, merci beaucoup. Merci Anis. Merci Anis. On pensait que Ariane allait prendre la parole en deuxième lieu, mais c'est Bernard qui va s'y coller. Parce qu'en fait, Michel n'est pas accessible, si je comprends bien. Hein. Voilà, donc on a 20 minutes par personne. Et donc, comme tu as explosé ton quota de 15, ça fait 20. Donc c'est vraiment parfait. Merci beaucoup Anis. Bernard, je vais te laisser la parole, te présenter, et puis nous raconter un petit peu ce que tu as à nous partager. J'imagine que tu sais déjà un petit peu ce que tu vas nous dire. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Bernard Baillot, je travaille depuis un certain nombre d'années chez Financité, qui est un mouvement populaire qui vise à rendre la finance plus responsable et solidaire, ce qui est tout un programme. Et donc voilà, comme je suis un bon élève, mais d'abord je vous prie de m'excuser, à 11h pile, je dois vraiment partir vers d'autres cieux, d'autres horizons, et c'est pour ça que, effectivement, merci de me passer la parole en deuxième lieu. Comme je suis un bon élève, ben voilà, j'ai respecté la consigne. Et la consigne, c'était quoi? C'était, dans un premier temps, d'essayer de décrypter ce qu'on appelle le paradigme dominant, c'est-à-dire le modèle dans lequel nous nous trouvons sur le plan économique et financier aujourd'hui. Dans un deuxième temps, de voir quel serait le paradigme idéal, celui qu'on appelle de nos voeux. Et puis, concrètement, troisième étape, comment peut-on y arriver? Quelles sont la manière, les actions qui sont prises ou qui peuvent être prises pour y arriver? Ben, le paradigme dominant, je ne vais pas probablement vous surprendre, mais notre fonctionnement, c'est ce qu'on appelle le libéralisme économique. Alors, ça vaut pour l'économie, mais ça vaut aussi pour la finance, qui n'est jamais que la manière d'irriguer l'économie. Les deux sont extrêmement liés, les caractéristiques de l'un influençant l'autre et inversement. Et donc, alors, on n'a pas le temps, évidemment, d'entrer dans le détail ici ce matin, donc je serai forcément caricatural et je m'en excuse, ou simplificateur. Mais le libéralisme économique se fonde sur la théorie d'Adam Smith qui consiste à dire, la fameuse main invisible du marché, qui consiste à dire, en très résumé, que chacun d'entre nous,
va chercher son intérêt particulier, son intérêt individuel, égoïste, et que grâce au marché, il va y avoir une sorte d'arbitrage entre nos intérêts respectifs qui va faire que chacun poursuivant son intérêt personnel, eh bien, on va finir par générer un intérêt collectif qui va tous nous favoriser. Une espèce d'alchimie comme ça qui est la résultante du marché. Je m'empresse de dire qu'il y a beaucoup de nuances, à partir de ce principe-là, il y a beaucoup de nuances et beaucoup de libéralismes différents, mais voilà, ça c'est le principe. C'est le principe qui, bien entendu, a appelé de très très nombreuses critiques. Là aussi, j'ai pas le temps, bien entendu, de passer en revue toutes les critiques qui ont été, les analyses qui ont été fournies. Je voudrais juste m'arrêter à un auteur que j'affectionne, qui s'appelle Karl Polanyi, qui, dans un bouquin qui date déjà de près d'un siècle, en 1941, il écrivait « La grande transformation », c'est le titre en français. Et en résumé, Polanyi dit ceci, il dit que de tout temps, même dans les peuplades les plus reculées, archaïques, etc., il y a toujours eu des échanges de biens et de services. Donc une forme ou une autre de marché. Simplement, jusqu'à la révolution industrielle, ces échanges économiques et donc financiers étaient régis par des règles supérieures. Alors, ce n'étaient pas spécialement des règles équitables ou démocratiques ou bienveillantes ou tout ce qu'on veut, c'était juste des règles supérieures qui étaient dictées par une religion, par un potentat, par peu importe, une caste. Donc, ce n'était pas spécialement quelque chose de sympathique, mais néanmoins, nos relations économiques et financières étaient régies par ces règles supérieures. Et puis avec la révolution industrielle, l'économie s'est désencastrée, dit-il, de ces règles supérieures. Elle est devenue autonome. Elle a pris son indépendance. Depuis lors, l'économie et donc la finance génèrent ses propres règles qui la gouvernent. Et bien plus, dit Polanyi, c'est même maintenant l'inverse, c'est-à-dire que c'est l'économie et la finance qui en fait régissent la vie en collectivité, qui imposent ces règles, son mode de fonctionnement à notre vie en commun. Et effectivement, on a entendu, et on entend tous les jours régulièrement, des hommes et des femmes politiques nous dire « Ah, j'aimerais bien faire ceci, j'aimerais bien faire cela, mais j'y arrive pas, parce que telle règle économique, parce que telle situation économique, parce que telle réalité financière. » Alors parfois c'est un prétexte évidemment, un peu facile, mais je pense que c'est malheureusement très très souvent l'expression d'une véritable impuissance devant laquelle les hommes et femmes politiques, quel que soit leur bord et leurs objectifs, etc., mais qui ont en principe comme mission, comme mandat de gérer l'intérêt de la collectivité, se trouvent impuissants. Pour exemplifier ça par quelque chose évidemment qui est aujourd'hui particulièrement important, c'est-à-dire le réchauffement climatique, je voudrais rapporter les propos tenus il y a quelques années, je pense que c'était en 2006 ou 2008, je crois que c'est 2006, par un monsieur qui s'appelle Mark Carney, qui a ceci de particulier, c'est qu'il est à la fois canadien et anglais, mais aussi il a été successivement gouverneur de la Banque nationale du Canada et de la Banque nationale d'Angleterre, donc ce qui est moins courant. Et ce monsieur a parlé dans une réunion il y a, je répète, une dizaine d'années maintenant, de ce qu'il appelait la tragédie des horizons. De quoi s'agit-il ? Il dit voilà, le problème du réchauffement climatique, c'est bien sûr, c'est quelque chose dont on commence à connaître les conséquences aujourd'hui, les premières conséquences, mais c'est essentiellement un problème de moyen terme. Les véritables dégâts, ils vont arriver dans 5, 10, 20, 50 ans, pour les générations futures également. Et donc, on est sur une problématique qui n'est pas immédiate. Or, le monde financier raisonne à court terme, à très court terme. La volonté égoïste, on revient à cette question justement de poursuivre son intérêt égoïste. L'intérêt égoïste, c'est lorsqu'on a une petite épargne ou une grosse épargne, de la faire fructifier le plus vite possible et de manière la plus importante possible.
Et on le voit effectivement quand on parlait de dividendes il y a un instant, quand on voit le montant des dividendes, c'est-à-dire en fait la rémunération du capital à travers le monde, on voit que le montant augmente de manière assez significative d'une année sur l'autre. Donc cette volonté, et donc attention, entendons-nous bien, c'est vrai qu'il y a des sociétés de bourse, il y a des fonds de pension, il y a des banques, etc. Mais derrière toutes ces personnes morales, c'est des petits messieurs et des petites madames comme vous et moi. Hein, je veux dire, ce ne sont jamais qui détiennent ces intermédiaires. Donc, en réalité, ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi, peut-être plus riches pour certains, qui souhaitent avoir effectivement un rendement le plus élevé et le plus rapide possible. Et donc, il y a une impossibilité de mettre en relation cet intérêt collectif de moyen terme qui est de lutter contre le réchauffement climatique et cette volonté financière de court terme qui est d'avoir un rendement le plus rapide possible. Pour le dire autrement, au printemps de l'année passée, il y a 18 mois, celui qui était alors responsable des investissements socialement responsables de BlackRock, qui est une des principales banques américaines, expliquait publiquement qu'il n'avait pas à poursuivre, à prendre d'action dans le cadre de sa gestion financière pour limiter le réchauffement climatique. Pourquoi ? Parce que, c'est exactement ce que je viens de dire, mais en d'autres termes, parce que, dit-il, chez BlackRock, le financement moyen est un financement sur 6 ans. Et dans 6 ans, on n'aura pas de gros dégâts résultant du réchauffement climatique. On les aura peut-être plus tard, mais on ne les aura pas dans 6 ans, ou très peu. Et donc, on n'a pas du tout à interférer avec cette question-là dans la gestion financière pour nos clients, et donc on ne s'en préoccupe pas. Vous voyez, donc, on est vraiment dans une situation où ce paradigme qui est celui de poursuivre l'intérêt individuel, immédiat, égoïste, est complètement incompatible avec la gestion d'intérêts collectifs. Ici, c'est le réchauffement climatique, mais je pourrais évidemment donner d'autres exemples. Alors, ça, c'est le constat. Le deuxième point, c'est de savoir qu'est-ce qu'on devrait mettre à la place de ce paradigme actuel. Chez Financité, nous, on plaide pour, effectivement, ce que nous appelons une finance solidaire. Alors, la finance solidaire, par rapport à la finance actuelle, se démarque de 2 manières. La première manière, c'est qu'effectivement, l'idée de la finance solidaire, c'est de ne financer que des projets individuels, collectifs, qui ont un impact important et favorable sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan environnemental. Donc l'idée, c'est de sélectionner les objets que l'on souhaite financer. Aujourd'hui, la finance traditionnelle, puisqu'elle recherche la rentabilité, finance n'importe quoi. Si c'est un champ pétrolier, c'est un champ pétrolier. La finance solidaire vise au contraire à dire on ne finance pas n'importe quoi. Donc on revient à la question de Polanyi, on soumet en fait la finance à des objectifs de vie en commun qui sont des objectifs vertueux. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, et ça tient plus du process, c'est de dire la finance ne peut pas procurer un enrichissement sans limite, qu'il y ait une forme de rentabilité équitable, etc., ça n'est pas remis en question, mais que par contre, ce soit précisément limité et ça c'est très important, sans spéculation. C'est quoi la spéculation ? C'est jouer au loto, en résumé, c'est-à-dire de se dire, voilà, je prends des risques, parfois des risques très importants, en espérant une rentabilité qui sera d'autant plus importante que j'ai pris beaucoup de risques. Et donc, c'est le genre d'attitude qui fait prendre des décisions complètement irrationnelles dans ce simple but d'avoir un maximum de rémunération. Et donc, la finance solidaire dit non, rémunération limitée et pas de spéculation. Et l'objectif final, et donc on revient à ce que disait Polanyi, c'est effectivement de favoriser le bien commun, de favoriser la cohésion sociale, ainsi que la gouvernance démocratique. Troisième étape
de ce qui m'était demandé, c'est de voir, bon, ça c'est une vision, ok, très bien, mais en pratique, est-ce que cette vision est réaliste? Est-ce qu'on peut la mettre en pratique aujourd'hui, concrètement? La réponse est oui. En tout cas, nous essayons chez Financité. Et comment le faisons-nous? On le fait à travers la labellisation d'un certain nombre de financements qui répondent à un cahier des charges. Bon, c'est un peu plus compliqué que ce que je viens de dire, enfin, c'est un peu plus détaillé, bien entendu, mais qui vise en fait le cahier des charges qui vise à déterminer si tel financement répond à ce critère de solidarité, de finance solidaire. Et donc aujourd'hui, nous avons, ça fait 8 ans, je pense maintenant que ce label existe. Nous avons aujourd'hui une petite centaine, un petit peu moins de 100 entreprises dont les financements sont labellisés. Ça représente encore très peu de choses, 700 millions d'euros aujourd'hui, ce qui est très, très peu de choses. On a en Belgique 1150, je dis bien 1 milliard d'euros de patrimoine financier net. Donc, de nouveau, qui appartient à des petits monsieur et des petites madames. Donc, c'est tous les habitants de la Belgique. Et quand je dis net, ça veut dire, en fait, c'est plus en brut, mais donc c'est le montant total, moins les emprunts que nous avons. Ça fait 1150 milliards d'euros. Donc, il y a beaucoup d'argent qui circule. Et donc, 700 millions, c'est peut-être beaucoup, mais c'est encore relativement peu, malgré tout, même si ça augmente significativement. Alors, quel est l'intérêt de la finance solidaire? L'intérêt de la finance solidaire, c'est et de ce label, c'est d'avoir un indicateur, d'avoir une garantie, on parlait de confiance tout à l'heure, de savoir que tel financement répond effectivement à ces critères que je viens de mentionner. Ça, c'est pour le particulier qui veut confier son épargne à cette finance-là. Et pour les entreprises ou les actions économiques, les activités économiques qui vont être financées, c'est le moyen d'avoir justement ces financements, ce qui n'est pas toujours évident dans le contexte bancaire actuel. Et c'est donc de favoriser des entreprises, notamment d'économie sociale, qui ont des objectifs et des fonctionnements, des gouvernances qui sont complètement différentes de celles du monde traditionnel. Et c'est donc en résumé de faire évoluer les pratiques individuelles, mais aussi collectives. Alors me direz-vous, l'État dans tout ça, et j'en terminerai par là, parce que jusqu'à présent, c'est des initiatives privées, aussi bien l'entreprise, l'entrepreneuse, l'entrepreneur qui lance son activité que l'épargnant, l'épargnante qui va le financer, c'est tous des particuliers. Que peuvent faire les pouvoirs publics là-dedans? Ben, évidemment, c'est de favoriser la finance solidaire. Ça peut prendre plusieurs dimensions qui consistent à effectivement, au minimum, inciter la population à utiliser cette finance solidaire, voire même avoir des mesures plus coercitives. Un exemple qui est tout récent, puisqu'il date de cette année-ci, la région de Bruxelles-Capitale a décidé effectivement d'accorder un avantage fiscal pour celles et ceux, les Bruxelloises et les Bruxellois, qui décident de mettre un petit peu d'argent dans des coopératives de finance solidaire qui vont financer donc ce type de projet-là. Donc les pouvoirs publics, donc c'est-à-dire en fait notre décision collective, puisque je vous rappelle qu'on vote l'année prochaine pour élire des nouveaux mandataires, le pouvoir collectif peut effectivement aider les intervenants de la finance solidaire. Je le répète, qu'il s'agisse des bénéficiaires, qu'il s'agisse de celles et ceux qui accordent un peu de leur épargne ou la totalité de leur épargne à ce type de projet. Voilà, en 2 mots, le paradigme est loin d'être joyeux aujourd'hui. Des perspectives, il y en a, mais il y a aussi beaucoup de travail pour y arriver. Merci. Merci Bernard. Simplement te dire qu'il est 10h40. Soit tu pars directement à 11h en courant, s'il respecte son timing, et soit je t'invite éventuellement déjà à descendre pour être sûr que ton départ soit en phase avec tes desiderata personnels. Voilà, Ariane s'est présentée, elle m'a dit qu'elle avait mis une jupe spécialement pour aujourd'hui. Et du rouge à lèvres, c'est ça? Ouais, voilà.
Voilà. Et écoute, Ariane, c'est à toi. Et à tout de suite. Je te fais les signes quand il te reste autant de... Je commence à 10 minutes. Mais tu as 20. Oui, il y a un peu. C'est des vidéos. Alors, pitié. Ah, il faut que je me mette là? C'est mieux. Hop, c'est bon? Oui. Alors, j'ai pas tellement l'habitude de parler assise, mais je vais essayer de le faire. Ok. Ok, parce que je suis déjà pas très haute de base, alors si en plus je m'assois, voilà. Alors je voulais vous dire, ouais, je suis vraiment ravie d'être ici et je me suis déjà tellement enrichie hier avec toutes les présentations inspirantes que j'ai vues et j'essaie de faire quelques clins d'œil dans ma présentation à d'autres choses qui se sont dites hier en faisant de mon mieux sans m'attacher aux résultats. C'est une conversation qu'on a avec Michel hier. Du coup, voilà, alors comme l'autre Michel Bowens nous donne l'occasion d'avoir 5 minutes de plus, c'est chouette parce que je vais pouvoir l'utiliser pour parler de mon parcours, ce que j'avais pas prévu de faire au départ et que là j'ai un petit peu de temps. Alors j'espère vous emmener en voyage avec moi, un voyage au pays des idées, de la pensée monétaire. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a frappée hier puisque dans les ateliers, on travaillait sur les freins notamment et c'est vraiment un sujet qui m'anime beaucoup, c'est pourquoi on a autant de mal à changer, etc. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui est notre point commun à tous, intervenants, participants aujourd'hui? Et il me semble qu'il y a quelque chose qui revient, et c'est la déconstruction. C'est le fait qu'on se soit déconstruit à un moment donné, parce qu'on a été percuté par des choses, des événements ou des penseurs, et c'est mon cas aussi. Alors même si je voulais déjà commencer à vous partager certains auteurs, et dans cette présentation, je vais faire aussi des hommages aux auteurs belges. Voilà. Alors je vais commencer par une petite citation d'un bouquin que j'adore, qui est sorti l'année dernière, qui est un bouquin politique d'Alexandre Jardin. Et il nous dit « La plus haute des œuvres politiques est de réformer non les institutions ou l'économie, mais la psyché humaine elle-même ». Et en fait, ça a été dit aussi dans la session juridique et gouvernance d'hier, ce qui est vraiment difficile, c'est ça, c'est la remise en question des dogmes et de voir où est-ce qu'on est vraiment conditionné. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et dans ce livre, Alexandre Jardin nous invite véritablement à regarder partout où on est conditionné. Et en fait, il y a un outil de conditionnement qui est fondamental et dont on a peu conscience, c'est, comme l'a dit Anis, la monnaie. Et je vais prendre ici une référence, pas ça je le ferai tout à l'heure, justement à un auteur belge dont je me suis énormément inspirée, dont je m'inspire encore, qui nous a malheureusement quittés il y a quelques années, qui s'appelle Bernard Liétard. Et vraiment, je vous conseille notamment son ouvrage avec Jackie Dune qui s'appelle « Réinventons la monnaie », où toute la première partie, c'est pour moi une démonstration tellement fulgurante de la façon dont le système actuel fonctionne. Et puis après, vous avez toutes les alternatives. Mais le premier chapitre est brillantissime pour moi. C'est le chapitre que je trouve, et le livre que je trouve le plus clair sur la façon dont notre système fonctionne. Et pour continuer dans les recommandations bibliographiques, voilà, il y a un auteur qui m'a percuté l'année dernière et je trouve qu'il n'a pas du tout vraiment l'audience qu'il mérite. C'est pour ça que j'en parle dès que je peux. C'est Rutger Bregman, peut-être que certains le connaissent, et qui a sorti un ouvrage aussi l'année dernière qui s'appelle Humanité, une histoire optimiste. Il faut oser ce titre à l'heure actuelle. Et j'en parle beaucoup dans mes cours et dans mes conférences. Voilà, donc je vous invite aussi à jeter un œil à cet ouvrage que je trouve magistral. Alors, pour ce qui en est de moi, parce que sur le papier, en fait, je suis quelqu'un qui a l'air d'être très linéaire. Je suis un pur produit de l'université française. Voilà, mais déconstruite. Alors, voilà, moi, j'ai vraiment subi les études d'économie dès le baccalauréat. Je fais un bac économie. Après, j'étais à la fac à Strasbourg, puis à Clermont-Ferrand. Et en fait, j'ai été vraiment formatée et je peux témoigner que les études d'économie à l'université sont un formatage considérable
Et le temple du formatage, c'est dans le compartiment monnaie, banque, finance. Donc j'ai toujours fui ce truc, je me suis dit jamais je bosserai sur la monnaie. Comme quoi la vie nous rattrape. Et finalement, c'est devenu une passion depuis 10 ans. Mais alors comment ? Déjà, pour faire 3 mots, parce que voilà, j'ai 20 minutes, j'ai 5 minutes de plus, mais pas plus. J'ai soutenu une thèse qui est tout ce qu'on peut voir de caricature académique avec un modèle mathématique, 4 chapitres d'économétrie, et je bossais sur les pays post-communistes, en transition, inflation, croissance, chômage, les grands indicateurs, etc. Donc je soutiens une thèse ultra académique pour devenir maîtresse de conférence. Je suis élue à la Sorbonne en premier poste, et là, je me retrouve jeune enseignante, chercheuse, à faire les TD d'un grand homme. Il y a beaucoup de Bernard dans ma vie, c'est fou. Donc, qui s'appelle Bernard Guérien, qui est à la retraite depuis, et je suis sa chargée de TD. Et en fait, Bernard est un mathématicien, et ses cours, en plus, c'est un gars ultra charismatique, les étudiants l'adorent, et il fait le cours de première année de microéconomie à la Sorbonne. Et du coup, je fais ces TD, et là, j'apprends qu'en fait, tout ce que j'ai appris pendant 8 ans, c'est potentiellement faux. Et je dois enseigner aux étudiants que ce que j'ai appris, c'est faux. Et là, pendant 3 ans, je ne décolère pas. Je me dis, mais on m'a menti, comment ça ? Du coup, ma thèse, oulala, voilà, après en recherche, j'étais paumée. Donc, j'ai fait 10 ans d'errance personnelle entre la recherche et l'enseignement, où je ne savais pas quoi enseigner d'autre que ce pourquoi j'avais été formatée. Je ne savais pas chercher quoi d'autre, de changer de méthodologie, de questions de recherche, c'était l'horreur. Mais j'ai survécu à ce truc qui était hautement inconfortable, parfois, dans les grands amphis du Panthéon, à devoir enseigner quelque chose, et à l'intérieur de moi, quelque chose qui disait « tu sais que c'est faux ». Voilà. Donc, c'était vraiment inconfortable. Et puis, bon, j'ai fait d'autres rencontres, mais là, la fondamentale a été le livre de Bernard Liétard, Au cœur de la monnaie. Et c'était dans un événement, après oui, parce que du coup, j'avais aucune culture G dans ma discipline, puisqu'on travaille sur des têtes d'épingle, et j'étais formatée à la synthèse vraiment néoclassique. Et du coup, j'ai basculé sur un poste, après j'ai fait 3 ans à la Sorbonne, et après j'ai basculé sur un poste à l'École normale sup de Lyon, où je préparais les étudiants à l'agrégation de SES, diplôme que moi-même, concours que moi-même je n'ai pas. Voilà, mais bon, on n'est pas quelque chose d'étrange près, donc on est censé pouvoir tout enseigner, mais grâce à ça, il y avait énormément de livres, et il y a beaucoup d'histoires de la pensée dans les concours d'agrég, et donc j'ai dû bouffer de la bibliographie à fond, et donc là, j'ai enfin acquis de la culture générale dans ma discipline, et là, j'ai pu commencer à modifier mon enseignement. Donc j'ai remis en question d'abord le fond, et ensuite la forme. J'aurais peut-être le temps d'en dire 2 secondes, parce qu'on a eu une session tellement passionnante aussi sur l'enseignement hier, et j'essaye aussi de déconstruire avec mes étudiants, comme d'autres profs évidemment, les pratiques, et notamment à l'université, donc je ne fais plus de cours magistraux. Voilà. Alors, pour en venir à la monnaie, et au cœur de la monnaie, je vous invite aussi, si vous ne l'avez pas lu, à lire. C'est un objet complètement étrange, c'est un livre pas fini, qui ouvre des pistes, qui n'en ferme aucune. Et c'est ça, je rejoins Anis là-dessus, être plutôt truffé de questions plutôt que de réponses. Vraiment, on s'allège. Et c'est ce que nous propose Bernard Liétard dans cet ouvrage Au cœur de la monnaie. Il ouvre plein de questions et il ferme quasiment aucune des réponses. Alors, pour en venir vraiment... Ah oui, puis vous dire, voilà, j'ai sorti un petit bouquin en septembre 2021 aux presses universitaires de mon université, voilà, qui s'appelle Les monnaies alternatives. Et il y a pas mal de mes propos qui se retrouvent dans ce tout petit livre. Alors, ce que nous dit Bernard Liétard, c'est « Monsieur diversité monétaire ». C'est-à-dire que pour prendre conscience de l'impact de la monnaie sur nos conditionnements, eh bien, finalement, nous sommes, et j'aime bien l'image qu'il prend, c'est on est comme des poissons dans l'eau. Et comme on sort jamais de l'eau, on peut pas se rendre compte de l'impact de l'eau sur nous. Et lui, pour lui, la diversité monétaire, c'est un poisson qui va sortir de l'eau, qui va sauter hors de l'eau et faire l'expérience de l'air. Et comme ça a été dit aussi pour faire résonance à d'autres sessions, c'est que ici, l'idée que je vais développer, c'est pas de réinventer la roue, c'est de revenir à des choses qui existaient déjà et qu'on a perdues. Et qu'on a perdues parfois pour les mauvaises raisons.
Donc, ce que nous dit Bernard Liétard, notamment, c'est que là, voilà, on est dans un monde de monoculture. Donc, on a le yen, le dollar, etc. On pourrait avoir l'impression que ce sont des monnaies différentes, mais en fait, elles fonctionnent toutes de la même manière. Ce sont les mêmes essences d'arbres. On est dans une forêt plantée, une forêt monétaire plantée, où ce sont les banques commerciales à des buts purement lucratifs qui créent les unités que nous échangeons entre nous chaque jour. Alors, je ne vais pas revenir sur la création monétaire, etc. On n'a pas le temps, mais je vous renvoie à l'ouvrage de Bernard Liétard dont j'ai parlé et qui explique ça très brillamment. Et si on veut un système résilient, l'idée, c'est de revenir à des forêts primaires avec de la diversité, fondamentalement. Et la bonne nouvelle, c'est que, en fait, ça, dans l'histoire, c'est la norme et non pas l'exception. C'est-à-dire que là, on est dans une civilisation, enfin une histoire, une partie de notre civilisation qui est vraiment exceptionnelle dans le sens où on a une monoculture alors que la norme, jusque-là dans l'histoire, c'est la diversité. Alors la bonne nouvelle, justement, c'est que, ah oui, puis petite parenthèse, comment on est arrivé à cette monoculture ? C'est le rôle des États qui imposent une seule monnaie pour payer les taxes et les impôts. À partir de là, on est obligé de tous courir après cette unité-là que les États acceptent et non pas d'autres. Donc, il pourrait y avoir un rôle de l'État. Perso, je suis assez pessimiste sur le fait que les États puissent accepter plusieurs monnaies parce que c'est pas dans leur intérêt. Pourquoi ? Parce que qui détient la création monétaire détient le pouvoir. C'est vraiment, mais fondamentalement, un outil de pouvoir finalement insidieux et inconscient chez nous. Voilà. Et donc, forcément, ils n'ont pas intérêt à la diversité s'ils veulent maintenir le pouvoir. Alors, les conséquences, on en a déjà parlé, ça nous met les uns en concurrence avec les autres, ça fait la destruction de la nature puisqu'on cherche la rentabilité financière, etc. Là, j'ai pas le temps d'en parler, ça crée des inégalités fondamentales. Moi, comme je vous l'ai dit, en fait, comme je voudrais vous emmener plutôt sur un voyage philosophique, je partirai des racines, en fait, de la monnaie. Après ce tout petit détour, qui est la bonne nouvelle, qui est que la diversité monétaire, on y est déjà, puisque depuis au moins 20 ans maintenant, il y a une foultitude d'initiatives monétaires qui sont un petit peu partout. Je sais que les crypto-monnaies ont pas bonne presse, mais je ne fais pas partie des crypto-sceptiques. Au contraire, j'essaye d'étudier justement toutes les crypto-monnaies qui se mettent au service de la nature et des humains et du social, et il y en a énormément. J'aurais pas le temps d'en citer beaucoup, mais voilà, disons que, en gros, toutes ces initiatives monétaires, elles essaient vraiment de lutter contre la création monétaire par le crédit, la recherche de rentabilité et de faire autre chose de la monnaie, et au contraire de faire des monnaies du lien et du respect du vivant. Alors, je vais en citer juste quelques-unes. Voilà, vous avez les systèmes d'échange locaux, les monnaies locales. Et si je switch pour répondre aux questions à qu'est-ce que je fais, j'ai participé à la création de la monnaie locale qu'on a dans le Puy-de-Dôme qui s'appelle la Doum. Donc j'ai fait partie des 100 premiers membres qui ont lancé la monnaie en 2015. Donc ça fait 8 ans maintenant qu'on existe. Et puis la limite pour moi des monnaies locales, c'est justement le fait qu'elles ne remettent pas tellement en cause la création monétaire par le crédit, puisque pour qu'une unité de monnaie locale circule dans l'économie, il faut qu'au préalable, un euro, enfin une unité de monnaie standard, ait été émise par une banque privée. Donc on n'est pas sur la remise en question des institutions qui créent la monnaie et comment elles les créent. Donc du coup, je suis allée voir du côté des cryptos et là j'ai découvert un monde de liberté potentielle et de réappropriation, comme le disait Anis, de la création monétaire véritable. Et en fait, vous avez, je vais prendre juste un exemple parce que c'est dans les plus vieilles monnaies, parce que maintenant il y a même une histoire des crypto-monnaies, c'est le Solar Coin. Et le Solar Coin qui apparaît en 2014 et qui récompense les individus, les particuliers, les entreprises qui créent de l'électricité à partir de panneaux photovoltaïques. Donc si jamais c'est votre cas, vous pouvez adhérer au Solar Coin, vous recevez des Solar Coins et vous pouvez dépenser les Solar Coins dans la communauté qui les accepte. Voilà, et la monnaie n'étant qu'une convention sociale, on se met d'accord pour utiliser la même unité, vous voyez que finalement n'importe quel collectif, sur des critères qu'il se donne lui-même de création, peut vraiment lancer une monnaie. Donc ça ouvre
un champ de possibles et de diversité monétaire qui est considérable et qui remet en question ce dont on a beaucoup parlé hier, à savoir la structure pyramidale fondamentale de nos organisations. Alors, pour quelles conséquences, effectivement, on pourrait avoir, voilà, pour moi, cette diversité monétaire, elle est au service de la diversité économique, c'est-à-dire les structures qui essayent de faire les choses en dehors de la rentabilité, de la recherche de la rentabilité financière. En gros, je vais dire, pareil comme Anis pour caricaturer, je vais dire le gros mot, en dehors du capitalisme, en fait, et du capitalisme financier. Donc, finalement, si je fais un peu de prospective, vers quoi on pourrait tendre si on a une diversité, c'est peut-être voilà, de rééquilibrer les choses avec un système capitaliste, peut-être qu'il a certaines vertus à certains endroits, mais surtout de rendre vraiment de la puissance et du pouvoir à une autre économie, en fait, qui vient contrebalancer cette monoculture qu'on a organisationnelle et qui est le capitalisme financier. Mais si j'en reviens justement aux racines même de la monnaie, Anis parlait justement aussi de mais pourquoi à un moment donné les êtres humains se sont dotés de cet outil complètement abstrait finalement qu'est la monnaie. Alors de ce qu'on sait à l'heure actuelle, au niveau des matériaux archéologiques, c'est que la monnaie serait apparue donc chez les Sumériens et les Égyptiens à peu près à la même époque, c'est il y a 5000 ans, et de manière complètement abstraite. Et donc ce sont avant tout des unités de compte, mais de compte de quoi ? En fait, qu'est-ce qu'on mesure à ce moment-là ? Il y a ce truc abstrait qui arrive, qui s'appelle shekel au départ. Et en fait, c'est pour mesurer la valeur, la contribution d'un être humain, de ses actions à la communauté. Et si on revient aux racines, pour moi, de la monnaie, c'est vraiment pour ça qu'elle apparaît. Du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, les êtres humains se sont dit, en fait, on n'est pas égaux. Moi, ce que j'apporte à la communauté, ça vaut plus que ce que toi tu apportes. Or, est-ce qu'un lapin, une biche, se demande ce qu'elle apporte à la communauté et quelle valeur ça a ? Je crois que la réponse est clairement non. La nature ne fonctionne pas comme ça et dit qu'une espèce, chaque élément de l'espèce est égal à un autre élément. Les humains ont fait ce choix il y a 5000 ans, un choix différent, d'intrinsèquement introduire des inégalités entre nous avec « vous avez un prix qui n'est pas le même que le mien ». Et sur quoi ? Sur le temps humain. C'est mon heure, moi, vaut pas la même que vous parce que j'ai fait des études. Est-ce qu'on est d'accord collectivement pour dire que je vaux plus alors parce que j'ai fait des études et là on le doit à Gary Becker. Bref, c'est un truc complètement construit qu'on remet quasiment jamais en question. Où est-ce que c'est remis en question ? Dans les systèmes d'échange locaux. Les systèmes d'échange locaux, qui est un outil puissant de changement, dit non, ton heure, toi, une heure de guitare, ça vaut une heure de potager qui vaut une heure de cours d'anglais. Une heure de temps de vie vaut une heure de temps de vie. Il y a certaines cryptos qui font ça, on n'y pense jamais, mais dans les cryptos, il n'y a pas de parité. Une crypto, elle est internationale, c'est-à-dire qu'un bitcoin vaut un bitcoin au fin fond de l'Afrique ou en Europe ou en France, ça vaut la même chose. Et c'est un vecteur d'égalité, en fait, ça. Parce que nos parités monétaires, pareil, ça fait que, par exemple, une heure de temps de vie d'un Européen vaut 1000 fois celle d'un Africain. À cause de la parité de nos monnaies. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Voilà. Et c'est jusque-là qu'il faut déconstruire. Du coup, finalement, il me reste 2 minutes pour faire ma petite conclusion. Ma question à moi, c'est de me dire, OK, on va avoir une diversité monétaire qui va valoriser des actions, voilà, création de valeur par l'électricité par panneaux photovoltaïques. Là, avec un des doctorants en informatique que je suis, que je co-dirige en thèse, ça va être essayer de récompenser la mobilité douce à travers une crypto qui va venir vous donner des unités si vous faites du vélo, du covoiturage, etc. Et finalement, on en arrive à quasiment tout mesurer tout comportement humain. Et je me dis, alors en économie standard, on utilise ce merveilleux mot qui est overshooting. Est-ce qu'on a un overshooting, c'est-à-dire qu'on va arriver vers une diversité monétaire où on va mesurer et valoriser tous nos comportements humains pour que ça semble tellement débile de le faire qu'on arrive à, si on faisait sans monnaie en fait. Puisque tout mesurer, est-ce que ça ne revient pas à rien mesurer ? Et là, auteur belge fondamental, Payot. Les Schtroumpfs. C'est ça, les Schtroumpfs, vous vous souvenez ?
Est-ce que les Schtroumpfs, ils ont une monnaie? Est-ce qu'ils se comparent les uns aux autres? Il y a même Schtroumpf paresseux, Schtroumpf timide, Schtroumpf farceur qui est pas drôle. Ils ont tous leur place dans le village et ils meurent pas de faim. Ils ont une maison comme les autres, etc. Donc il n'y a pas de mesure de leur contribution. Et du coup, ce qui est fascinant chez moi, c'est quand je vois les collectifs qui s'intéressent à la diversité monétaire. En philosophie, ils sont très très proches des gens qui militent pour un monde sans argent. Et c'est ça qui m'a frappée. Et je me suis dit à nouveau, plutôt que de chercher ce qui nous fait diverger, plutôt ce qui nous fait converger. Et dans le fond du socle, il y a cette question de qu'est-ce qu'on mesure? Est-ce qu'on a besoin vraiment de tout mesurer parce qu'au niveau des consciences, on n'est pas prêt à lâcher la mesure pour finalement peut-être arriver enfin au village des Schtroumpfs. Et donc je ne saurais que vous conseiller ce magnifique ouvrage qui est le Schtroumpf financier, où l'argent arrive parce que les Schtroumpfs vont le chercher, ce concept c'est chez les humains, et ça fout le bazar total. Et du coup, je terminerai sur une petite citation de Rutger Bregman. Depuis des milliers d'années, nous tentons de conjurer les maladies, les guerres, l'oppression, en un mot, l'erreur de la civilisation. Et du coup, moi je me dis, l'erreur, elle n'est pas il y a 5000 ans où on a inventé la monnaie, et c'est ma grande question, et je vous laisse avec ça. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Ariane. Hier, après la conférence, on s'est mis par table donc, dans la grande salle d'accueil où il y a un bar, où il y a la vente des tickets. L'idée, c'est de se réunir et par table, plus ou moins de 12-15. Dans cette table, c'est de choisir un animateur qui va donner la parole. Choisir un secrétaire qui va prendre note sur le flipchart. Il y a un flipchart par table. Et également un timekeeper, quelqu'un qui va être gardien du temps. A priori, c'est un travail de 20 minutes, 10 minutes, 20 minutes en fonction de 3 questions différentes. La première question, c'est quoi notre rêve dans ce monde de l'économie, de la finance, de la monnaie? Qu'est-ce qu'on veut en fait? C'est quoi notre besoin fondamental? La deuxième question, c'est de se dire qu'est-ce qui freine en fait? Selon moi Thomas, moi Claude,